retour incroyable et je voulais absolument que Valentine Gobi revienne à la Reine Blanche, surtout pour ouvrir cette saison 2019-2020, voilà, de façon brillante, parce que tu l'es. J'ai intérêt à assurer. Être à la hauteur, là. Tu vas nous parler d'un livre, voilà, de ton nouveau roman, Muren, paru aux éditions Actes Sud dans cette rentrée littéraire. Alors Valentine, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te présente, tu m'arrêtes tout de suite si je dis des bêtises. Hein. Tu es romancière et également auteur pour la jeunesse. Tu as une œuvre importante de ce côté-là aussi. Je ne sais pas si ça existe cette idée d'auteur-jeunesse. C'était auteur. Hélas, oui. Hélas, il y a une sorte d'hermétisme entre les deux littératures, pas vraiment cultivée par les auteurs, mais plutôt par les médias qui se fichent royalement de la littérature jeunesse à de rares exceptions, et qui considèrent cette littérature comme une sous-littérature, une littérature balbutiante, jeune et verte comme le sont les lecteurs, c'est-à-dire manquant un peu de muscles, ce qui est évidemment une énorme erreur. Mais on se rend bien compte dans l'univers adulte qu'on fait assez peu référence à nos livres en jeunesse. Et peut-être par esprit de vengeance, je ne sais pas, mais du coup la littérature jeunesse a parfois tendance un petit peu à ignorer le versant adulte de la production des auteurs. Donc les événements sont séparés, les salons sont séparés, très souvent. Ce que je regrette, évidemment, comme beaucoup d'auteurs. Parce que c'est toi, de toute façon, la littérature, en littérature générale pour adultes, littérature pour enfants, de toute façon, c'est ton style, c'est ta plume. Et c'est sûr que quand on réfléchit et on ressent honnêtement la littérature, il n'y a pas de catégorie. Oui, tout à fait. J'avais envie que tu parles de ça. Non, mais c'est Valentine Gobi est une femme militante, extrêmement engagée et à plein de niveaux, et je crois que vous allez l'entendre ce soir. Donc tu as publié 13 romans, c'est ça, adultes, dont le très remarqué Kinderziehmer qui a été prisé, primé, voilà. Tes thèmes de prédilection sont l'histoire, tu corriges, hein, l'humain, le corps, la mémoire. Tu es une femme très engagée, en littérature bien sûr et en politique. Toujours dans tes livres, il y a une intention politique, je trouve, au sens le plus noble du terme, un propos en rien démonstratif mais incarné qui nous rappelle ton attachement viscéral à l'humain et ta volonté en tant qu'artiste de défendre sa dignité. Alors, cette dignité, cette humanité, c'est celle de François Sandre, le héros de ton dernier roman, Muren. C'est de cette dignité dont il est question dans ton livre. Il s'agit là d'un grand roman, d'un roman difficile, enfin pas difficile à lire, mais dur, violent, donc magnifique, parce que pour moi la beauté a un rapport très étroit avec la violence. Et dans ce livre, tu nous apprends comment les cicatrices du héros doivent devenir précieuses. Ce sont les derniers mots du livre, je crois. On ne dira pas comment ça se termine. Donc je t'invite, Valentine, à nous faire entrer dans l'histoire de ce livre en nous lisant, si tu le souhaites, je crois que tu aimes bien lire, hein, la page 43, voilà, j'ai tout préparé bien, qui va nous apprendre, on peut commencer comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, hein, plutôt que de faire un résumé, de paraphraser bêtement, là je pense qu'on a quelque chose à nous expliquer. Où tu veux, moi je... Oui. Le gendarme rappellera les faits, comment le corps de François Sandre, 22 ans, a été retrouvé inanimé au pied d'un wagon désaffecté au lieu-dit hameau de Bayle, à l'ouest du bois des Petites Vaches, par Annette Ferrier, fille cadette de l'instituteur Jean Ferrier. Il était environ 2h45 de l'après-midi. Le corps se trouvait à une distance de 2,50 m des rails, sous une caténaire. Il présentait un œdème visible au visage, des traces de brûlures thermiques sur les vêtements au niveau des bras, de la poitrine, du dos et de la jambe droite.
droite. Suite aux premiers examens pratiqués à l'hôpital, il résulte qu'un bras présente une carbonisation complète jusqu'à l'épaule, l'autre une carbonisation partielle, notamment sur la face postérieure du coude et au doigt, des brûlures au 2e et 3e degré profond. L'étendue évaluée des brûlures graves est de 30% de la surface corporelle totale, dont 18% relève des membres supérieurs. Le visage présente une brûlure au 1er degré sans gravité, le cuir chevelu n'est pas touché, à quoi s'ajoute une fracture du poignet gauche, une fissure du tibia droit, 4 côtes fêlées. Les reins sont atteints, le cœur accuse une faiblesse, on a mis en place une assistance respiratoire. Au vu des traumatismes décrits et de l'emplacement où a été trouvé le corps, l'hypothèse d'un homicide est écartée, l'accident électrique privilégié. Voilà. Merci Valentine. Donc là, on est à la page 43, on a avancé déjà pas mal dans l'histoire, et c'est à cette page 43 qu'on commence à vraiment bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu nous dévoiles l'action, la vérité du drame par petites touches. En fait, avant, on a déjà des renseignements, notamment l'incipit qu'on va lire dans un instant, mais pourquoi tu as choisi cette esthétique impressionniste de la petite touche, de ne pas rentrer tout de go comme ça dans cette vérité? Parce que ce personnage, François Sandre, est dépossédé de son histoire. Ce qui lui arrive ne lui appartient pas. En fait, il est fracturé, fractionné, et ce sont les autres qui vont lui raconter ce qui est arrivé. Ce sont les autres qui possèdent réellement son histoire, qu'il va devoir assembler comme un puzzle, et surtout, finalement, oublier, laisser derrière lui pour devenir quelqu'un d'autre. En fait, cet accident procure chez lui une amnésie qui contient environ 6 semaines de son existence. Dans cette amnésie, il y a l'accident bien sûr, mais il y a bien autre chose. Il y a par exemple son grand amour. Le grand amour est balayé par l'accident, il n'en reste aucune trace, aucun souvenir, aucune sensation. Et donc cette amnésie le remet entre les mains et le regard des autres. Et c'est toute la première partie du livre dans lequel il n'est jamais un sujet. Il n'y a pas de jeu dans ce livre. Il n'y a surtout pas de sujet au sens où il est au centre de l'attention, mais il n'est jamais celui qui est en marche. Il est toujours celui qui va être pris en charge, actionné par les autres, qui vont lui raconter son histoire, qu'il devra croire, dont il ne voudra pas. C'est dans toute cette première partie un grand voyage pour tenter de se greffer à un corps et à une histoire qui lui sont totalement étrangers. Il habite en fait une enveloppe qu'il ne connaît pas, qu'il refuse en plus. Et ce sont donc les autres, alors les témoins de l'accident, la petite fille qu'il a trouvée, le père qui l'a ramassée, le conducteur du tracteur, le chirurgien qui a fait le diagnostic, qui l'a opéré, mais aussi avant, toutes les personnes qui l'ont rencontré, cette jeune femme qui n'est plus rien pour lui, et tous ceux qui ont jalonné son existence dans le temps qui précède, qui vont tenter de lui rendre en fait sa vie précédente, qui est une chose tout à fait impossible. C'est un homme qui doit se recréer entièrement, et en donnant la parole à cette mosaïque de personnages, de narrateurs qui possèdent tous une partie de son histoire, je voulais rendre compte de cet éclatement, de cette impossibilité de s'appartenir qui est la sienne, non seulement physiquement, biologiquement, puisque l'accident l'ampute, mais ça l'ampute davantage que biologiquement et physiquement, ça l'ampute d'une partie de sa vie, de son indépendance bien entendu, mais aussi d'images précieuses, de sentiments qui l'ont construit jusqu'alors. Il a 22 ans, il est très jeune, et il redevient un nourrisson. Alors justement, il redevient autre à lui-même, autre aux yeux des autres. Au centre de ton roman, Valentine, il y a vraiment le mythe de la métamorphose. Ce sont les métamorphoses d'Ovide qui ouvrent en épigraphe le livre. Tout s'écoule et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Tout instant de la durée est une création nouvelle. Ce que nous fûmes hier ou ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain. Ça, c'est le destin de ton héros. Donc, pourquoi cette envie chez toi, en tant que romancière, de réfléchir
à travers l'écriture, la création romanesque, à ce thème de la métamorphose. À page 209, je serais tentée, il hésite quand il commence à recouvrer des forces et qu'on lui dit d'aller se promener, d'aller prendre l'air dans les Alpes notamment, il a peur d'y aller. Je serais tentée de devenir arbre, fougère, framboisier. Il me pousserait des racines aux pieds et des feuilles aux doigts. Là, on a l'impression c'est Daphné, au vide. Oui, bah oui, c'est Daphné, c'est l'image de Daphné. Je vois bien qu'il y a une professeure de lettres ici. donc pourquoi cette envie de t'atteler comme ça au mythe de la métamorphose, et puis fais-nous entendre, si tu le souhaites, la métamorphose en nous lisant le début du livre, les pages 11 et 12, où il est question d'elle. Peut-être commencer par la lecture, et puis je te dirai après. Ça, c'est l'incipit. Comment ça se raccorde dans mon travail. Donc, l'incipit, la sortie des eaux. La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. Face au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur du chlore et le fracas d'un plongeon. Il fixe son reflet tordu par les remous. Il vient ici pour la première fois. Il n'est jamais entré dans une piscine. De l'eau à ciel fermé, à angle droit, au périmètre apprivoisable, 25 mètres par 12,5 bordés de céramique, toute contrainte qui le rassure, comme le rassure l'heure tardive. Il n'y a plus personne pour le voir, même dans les coursives, sauf le maître nageur et son fils qui plongent côté profond. Ce soir, François réfute le faisceau de phénomènes climatiques et d'accidents cosmiques qui, au terme de 3 milliards d'années de pure existence subaquatique, propulsèrent hors de l'eau tout un pan du vivant qu'empère l'homme en animal terrien. Il contemple les tremblements des plafonniers à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous, et l'écho d'archaïques métamorphoses résonne en chacun de ses muscles, de ses os, en injonctions contradictoires. Il remonte le temps, au-delà de sa conscience, jusqu'à ce point du paléozoïque après lequel les nageoires deviennent membres, phalanges, doigts, ou à cette phase de sa propre évolution où il n'est que tétard dans le ventre de l'homme. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Il se dit que depuis 1 an, depuis le jour de Bayle, de toute façon, il a changé d'espèce. La métamorphose. Mais je crois que François est un mutant. Nous sommes tous des mutants. Il est la figure radicale de la condition humaine, c'est-à-dire cet être obligé de s'adapter, de se transformer au gré des défis que lui impose l'existence, de toutes sortes, affectifs, psychiques, physiques, sachant pourtant que la tragédie le mène à la mort. Mais de la naissance à la mort, la vie n'est qu'une somme de métamorphoses. Et j'aime vraiment ce terme parce qu'il est très ambitieux. Contrairement au terme de résilience qu'on ne cesse d'accoler à mon travail et en particulier à ce roman, la résilience, je crois que même Boris Cyrulnik serait très ennuyé de l'usage qu'on en fait aujourd'hui. La résilience, c'est ce phénomène par lequel un métal, un matériau impacté de l'extérieur reprend sa forme initiale. Mais il n'y a pas pire erreur que reprendre sa forme initiale. C'est le contraire de l'évolution. L'évolution, en fait, est une révolution permanente, c'est-à-dire que la résistance, c'est le retour au même, et la métamorphose, c'est la façon dont on s'appuie sur l'obstacle pour se transformer soi-même. Ce que je crois être la seule manière de survivre, et même de survivre au sens littéral du terme, c'est-à-dire de vivre plus. Et donc la métamorphose me semble aller bien au-delà de l'idée de résilience. Et j'avais envie d'un personnage dans lequel on puisse reconnaître cette part de nous-mêmes qui, moi, fait mon émerveillement. Je dis dans le livre que j'écris sur le pari de vivre, et vraiment, c'est le fond de mon travail et la raison de mon écriture. C'est tenter de dire, d'incarner dans un roman cette force, ce désir, cet entêtement extraordinaire que la race humaine a pour la vie, en dépit des tragédies qui ne cessent de l'impacter. Et François, c'est nous, parce que ce qui lui manque
et qui est visible, n'est qu'une forme extrême de nos propres béances, de nos propres démesures, de nos propres monstruosités, de nos manques. Et la façon dont il réinvente sa vie constamment, en s'appuyant sur son imagination, sur sa créativité, c'est une façon de rendre compte de ce qui nous arrive à nous tous, à une autre échelle peut-être, et dans d'autres aventures de vie, mais de le rendre visible. Il y a quelque chose chez lui de l'ordre de l'être mythologique ou du paradigme dans lequel je crois qu'on trouve tous une espèce de déclinaison de nos propres vies. Alors, tu viens de répondre en partie à la question que j'ai envie de te poser maintenant. Quelle est la nature nouvelle de François, en disant qu'il est mutant, qu'il est être mythologique, parce que le problème, c'est que tu as l'air de nous dire, à travers les paroles de Madame Dumont, qu'il ressemble à une œuvre d'art, mais qu'il n'en est pas une. Elle avait, Madame Dumont, en tête la Vénus de Milo, vous savez, sans les bras. Elle avait dû se fabriquer une image inédite, une vision forcée, que ni le réel, ni l'art qu'elle connaissait ne tenaient à sa disposition. L'image fuyait sans cesse. En fait, il n'est comparable à rien. Et surtout, il n'est pas comparable à la Vénus de Milo. Lui non plus n'a plus ses bras, vous l'avez compris, la Vénus non plus, mais ça colle pas. Donc s'il n'est pas de l'art, il est quoi? Parce que le problème, c'est que c'est un personnage, il y a toute cette problématique presque même qui est morale. Est-ce qu'on peut écrire un roman, faire une œuvre d'art autour d'un tel sujet aussi? Et Victor Hugo, et l'homme qui rit, et Quasimodo. Les monstres sont simplement des figures extérieures de nous-mêmes. Ils nous font peur comme nous nous faisons peur à nous-mêmes, mais ils nous émerveillent de la même façon. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur l'impossibilité de nommer, de comparer cette image. En fait, toute la première partie du livre est une recherche de métaphores et de comparaisons qui ne fonctionnent pas. La mère va se retrouver devant ce corps qu'elle a couvé dans sa propre matrice et qui a été totalement fracassé de l'extérieur par cet accident terrible, puis transformé parce que les médecins et la technique et l'appareillage essayent d'en faire, c'est-à-dire un être qui ne lui appartient plus du tout. C'est une autre matrice que l'univers médical met au monde, et ne sachant très bien quoi en faire, alors elle reprend le dessin du chirurgien qui essaye de lui montrer à quoi va ressembler ce garçon, parce qu'elle n'a pas le droit de lui rendre visite. Elle est derrière le mur de la chambre d'hôpital et pendant des semaines, elle imagine à quoi il peut ressembler. Et elle essaye de lui rendre ses formes initiales, tout en tenant compte des indications que donne le médecin. Et elle en vient à cette conclusion, mais elle est couturière. Vous savez bien qu'on ne voit le monde qu'à travers nos propres yeux, notre propre histoire. Elle est couturière. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle imagine qu'il sera un mannequin Stockmann, un mannequin de couturière. Sylvia, la petite sœur, qui est une jeune fille, et qui va finir par arriver aussi au mannequin Stockmann, mais qui n'a pas cette prévention de nommer les choses telles qu'elle les ressent. Il n'y a pas de honte chez elle, ni de gêne. Elle est dans une acceptation totale, en fait, du réel, et qui ne lui font pas peur. C'est un menhir, c'est une souche, c'est une saucisse. Et puis, il y a François lui-même qui ne sait pas très bien. Il va savoir un jour au musée des colonies, dans le 10e arrondissement à la Porte Dorée, il est devant les grands aquariums et là il voit peut-être son double. Et là je crois qu'il arrive par un phénomène. C'est une étape très importante. Comparaison, il arrive à se nommer et il sait qui il est peut-être un peu ce jour-là. Mais je répondrai à la fin de ta question après ça. S'il n'est pas une œuvre d'art, qu'est-ce qu'il est? Ce soir, François défie l'enchaînement de causes et d'effets qui, au Paléozoïque, 400 millions d'années avant qu'il n'amène son étrange corps au bord de la piscine, propulse hors de l'eau tout un pan du vivant, campe l'homme en animal terrien. Il ne peut pas dater le processus, ça fait des lustres qu'il a quitté l'école et la frise du maître. Il a su, c'est certain, que la Terre fut un océan troué de croûtes sèches, que pendant plus de 3 milliards d'années, la vie n'a baigné que dans des eaux noires, outre-mer et turquoises, sous l'apparence première d'une bactérie pareille à une algue. La bactérie mute mousse, lichen, sarment, développe tiges et racines, conquiert la verticalité, jusqu'à devenir fougère, archéotropis aux frondes gigantesques. Il l'a appris à l'école, il a vu des gravures.
Il a su que le tapis chlorophylien se peuple d'arthropodes aux minuscules armures de chitine, arachnides, gueules et poissons d'argent, que petit garçon, il tranche au canif pour le frisson d'en voir les segments bouger par réflexe. Il a su que les palettes natatoires des poissons osseux deviennent phalanges, que les vertébrés se hissent sur les berges à la manière des phoques, développent des embryons de coudes, poignets, chevilles, toutes articulations qui un jour permettront à François de quitter l'eau, de se mouvoir sur terre, de s'y ancrer complètement à cet instant. Au bord de la piscine, l'écho de ces métamorphoses résonne en chacun des os des muscles de François en injonction contradictoire. Et c'est il contemple les tremblements des plafonds à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous. Il remonte le temps au-delà de sa conscience jusqu'à ce point de l'histoire après lequel les nageoires deviennent membres, ou à cette phase de sa propre existence où il n'est que tétard dans le ventre de l'homme. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Il se dit que depuis un an, depuis le jour de Bayle, de toute façon, il a changé d'espèce. Mais là, on est déjà au bord de la piscine et il a déjà vu la murène dans la vitrine de l'aquarium. Qui s'identifie. Et en fait, il a trouvé une figure possible pour lui-même, cet animal qui fait si peur, qui effraie à cause de sa mâchoire acérée, qui ne sert qu'à manger. C'est ce qu'explique le cartel, mais ce n'est pas du tout ce qu'on peut ressentir devant la vitrine. Cet animal étrange qui semble surgir du fond des âges, comme extrait de la matière brute avec des formes grossières, sans membres, sans nageoires, avec cet œil sans paupières qui vous fixe éternellement, avec ce goitre qui enfle et désenfle et qui vous observe de façon si placide et si curieuse et si patiente. C'est un être bizarre qui semble avoir conscience de sa bizarrerie, qui se réfugie dans les anfractuosités, ce qui n'est qu'une forme de timidité en réalité, mais qui, dès qu'elle évolue dans son milieu, dès qu'elle évolue dans son milieu subaquatique, devient gracile et magnifique et merveilleuse à regarder. Et oui, c'est une image pour lui-même. Le rapport à la norme est au centre aussi de ce livre. Il a conscience du monstre qu'il est pour les autres et pour lui-même. Et il cherche un endroit où exister pleinement. Et on est encore dans la métaphore avec l'histoire de la murène. Alors, qui est François Sand s'il n'est pas une œuvre d'art, s'il n'est ni la Vénus, ni le menhir, ni la saucisse, ni la souche, ni le Stockman, ni la murène? Eh bien, tout son travail extraordinaire, c'est de devenir François Sand. C'est-à-dire de passer de l'idée de manque, de déficience, de béance, à l'idée d'être entier et accompli tel qu'il est, ce qui est vraiment une révolution complète de l'image qu'il a de lui-même et de la place qu'il se donne dans le monde. Tout est à réinventer. Alors, Valentine, je voudrais qu'on en vienne maintenant à... on appelle ça comme ça, excusez-moi, au mode de narration, à la façon dont tu as choisi par moment de raconter l'histoire. J'ai bossé là-dessus. Ça fait prof un peu. Je me souviens très bien, pour ton avant-dernier roman, Un paquebot dans les arbres, tu disais à quel point tu voulais te situer dans un point de vue externe, être à hauteur de personnages, être au niveau de leur conscience et de leur connaissance du monde qui les entourait, et donner l'impression de ne pas en savoir plus qu'eux, paraître comme Balzac, qui était omniscient, à qui on reprochait d'être un dieu, de tout savoir. Donc voilà, tu voulais surtout rester à leur hauteur, à eux. Ici, par moment, c'est très fort, ce sont de très bons passages, en tant que narratrice, tu as fait le choix radical du futur de l'indicatif, qui est le temps de la certitude. Le futur, c'est le temps d'une action qui ne peut pas ne pas arriver, c'est le temps de la tragédie, c'est le temps de l'absolue certitude. Et j'aimerais que tu nous fasses entendre ce futur de l'indicatif qui structure la narration, parce que ça, c'est à l'opposé de ton choix narratif relativement au précédent roman. Parce que là, pour le coup, tu sais exactement, avant que ça se passe, ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu fais ça? Là. Non, bon. J'adore les entretiens avec des profs de lettres. L'infirmière aura tout dit d'un trait. Votre fils a eu un accident, il est ici, à V. Son état est grave, il vaudrait mieux venir.
Elle aura entendu les questions jaillir en vrac de la bouche de Mom affolé. Quel accident, quand, où, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il a, où est-ce que c'est V? L'infirmière aura dit, venez, je ne peux pas vous expliquer par téléphone. Un sanglot aura étranglé Mom. Dites-moi, s'il vous plaît. Et la supplication de cette femme aura tordu le cœur de l'infirmière. Elle aura voulu lui assurer que son fils serait vivant quand elle arriverait. Elle ne l'aura pas pu. Cette impuissance l'aura rendue malade. S'il vous plaît, aura insisté la mère. Et comme il aura été tentant de céder à ses appels, de répondre « Ça ira, madame », qu'elle tienne juste le temps du trajet. « Je viens, mademoiselle, tout de suite », aura fini par dire Mom à l'autre bout du fil, et l'infirmière aura fixé le combiné raccroché, la bouche tremblante, espérant que cette femme serait forte. Alors, oui, c'est dans ce passage, mais c'est vrai que c'est à plein d'autres endroits dans le texte. L'idée de la prédiction, je crois que ça va de pair, mais peut-être était-ce une de tes questions, je ne voudrais pas la devancer, avec la permission que je me donne d'entrer dans le roman. Oui, bah oui, voilà. Est-ce que tu veux? Oui, parce que pour moi c'est le même mouvement. À un moment, Valentine Bobby, page 165. Pas que, hein, mais pas principalement là. Alors, lis aussi, ça va, on va faire le lien. Elle parle. Vous allez avoir des preuves. Elle dit je. Elle dit je, et la question que je lui ai posée, j'ai fait mon travail. Je lui dis ma question. Quelle est la raison de la présence de ta voix à ce moment-là dans ton propre livre? Est-ce que tu avais honte du pouvoir qui était le tien, ce pouvoir quasi démiurgique, ce pouvoir de fabriquer une tératologie, une fabrique de monstres, un peu comme Marie Shelley? Pas mal, hein. Quelqu'un de pas mal. C'est vrai. Je suis celle qui accable François, comme Victor Hugo accable Quasimodo au Moyen-Âge et Gwynplaine, l'homme qui rit au XVIIe siècle, êtres excessifs et manquants, c'est-à-dire laids. La bosse, la dent en défense d'éléphant, les larges pieds des mains monstrueuses font de Quasimodo un fils du fleuve Phlegéto, écrit Hugo, autrement dit, de l'enfer. Les oreilles distendues de Gwynplaine, son sourire éternel, fendu d'une tempe à l'autre, ses yeux en jour de souffrance le désignent comme fruit de l'abîme, et avec lui, la cohorte des femmes à barbe, des enfants siamois, des hermaphrodites, des noirs, des pieds beaux, des nains. Ils pêchent par excès ou défaut de poils, d'organes, de pigments, d'hormones, d'os, de muscles, de peau, sous ou surnuméraires en quelque endroit de leur corps, en regard du corps normé. La science a beau avoir désenchanté les monstres au XIXe siècle, les déclarer œuvres de la nature et non du diable, si on ne les jette plus comme à Sparte, dans le gouffre des apophètes, ou comme à Rome au fil du fleuve, il est d'autres bas-fonds où nos yeux les relèguent, le dégoût, le rire, la pitié poisseuse, qui console de nos propres misères. Le monstre reste porteur d'effarements universels, écrit Ernest Martin dans son Histoire de la tératologie. Oui, c'est pas rien en fait de créer un personnage comme celui-là. Jusqu'à présent, et pour quasiment tous mes romans, j'ai beaucoup travaillé à partir de rencontres et de personnages réels. C'est-à-dire que j'avais un socle sur lequel appuyer ma narration, qui quelque part ne dépendait pas de moi, même si j'ai pris beaucoup de liberté par rapport au parcours biographique des rencontres que j'ai faites et qui m'ont donné envie d'écrire des romans. Et même si ici, le réel est bien là, il y a un contexte historique fort, c'est les années 50, il y a l'état de la médecine de l'époque, de la technique d'appareillage, il y a la guerre d'Algérie, il y a les balbutiements du handisport, et puis il y a cette image de départ d'un champion paralympique sans bras qui vient me sommer en fait d'écrire ce livre. Il y a bien des références au réel, mais je crois que c'est ma première vraie œuvre de fiction depuis 17 ans que j'écris. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage ici qui a un miroir dans la vie réelle. Ce sont tous des créatures. Ce sont tous des personnages dont je suis responsable entièrement. Donc responsable, comme Victor Hugo est responsable de Gwynplaine et de Quasimodo. Ils n'ont pas demandé à naître et donc je porte la responsabilité de son accident, de son électrocution, de son amputation, de sa brûlure, de ses souffrances. Mais je porte aussi, ce faisant, et en situant par exemple son histoire dans les années 50, je porte en même temps que lui cette magie de la fiction qui nous permet de réinventer le monde et l'univers. De la même façon que j'entre dans la fiction pleinement et que ça devient mon outil, ma seule ressource,
je lui donne l'imagination et la fiction comme seule ressource aussi, puisque dans ces années 50, la médecine, l'appareillage ne peuvent pas grand-chose pour lui, ni même son entourage qui est plein de bonne volonté. À un moment, il y a un personnage d'écrivain public, Jean Michaud, qui évidemment va écrire les lettres pour notre pauvre François, qui est plus grand. Évidemment, il ne peut pas écrire. Ce personnage de Jean Michaud, la question que je voudrais te poser, Valentine, avant de te proposer de lire la page 156, est-ce qu'il est une figure de l'écrivain pour toi qui doit se situer au plus près du réel et jusqu'à écrire sous sa dictée? Parce qu'il n'invente rien et pour le coup, il écrit ce qu'on lui dicte. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à une réflexion en tant qu'écrivain sur la fabrique de littérature ici. Parce qu'il y a beaucoup de références à ces moments où quelqu'un écrit pour François. Et puis cette lettre, on va la retrouver un peu plus tard et elle subit elle-même une métamorphose qui est très intéressante. La thématique de la métamorphose se file de page en page. Donc, est-ce que tu peux nous lire ce moment où justement quelqu'un écrit, tiens le stylo, tiens la plume à la place de ton héros, et qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ce legs, ce passage de relais? Tu peux, oui, parce que là, comme ça, ou... Donc tu n'as pas de processus d'écriture, je sais pas. Là, il relit. C'est le moment où en fait François a dicté sa lettre à cet écrivain public en hésitant beaucoup. C'est un accouchement très long parce qu'il faut formuler à voix haute ce qui normalement est un geste lent, réfléchi et intime. Et donc ce qui se formule doit être déjà prêt, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'écriture. C'est tout à fait le contraire de l'écriture. Ça doit être pensé avant d'être écrit. Et donc ça donne cette lettre à la fin. Je relis à Mademoiselle Faye, Nadine, 5 rue de la Gare, V. Ardennes. Nadine, je ne sais quoi vous écrire, mais je veux vous écrire. Je lis à la façon d'écrivain public. C'est vraiment l'été maintenant. Je me demande à quoi ressemble V en juillet. Si la prairie est jaune, si le ciel est plus blanc, si les jonquilles fleurissent encore, si la rivière bouillonne, si vous continuez l'anglais. Je ne monte plus sur les toits. Je ne sors pas de ma chambre sauf aujourd'hui. Quelqu'un écrit pour moi, quelqu'un me lave, quelqu'un me nourrit, quelqu'un m'examine. Je fume avec le fil de fer tordu par Victor. Si vous saviez comme ça me rend triste. La pulpe de vos doigts était ferme et fraîche comme un quartier d'orange. Personne ne m'attend sauf une fille dont je ne me souviens pas. Je me sens étranger à tout. Vous me disiez au réveil que vous m'aviez appelé François pour me donner envie de rester, parce que ceux qui m'appellent par mon prénom sont ceux qui m'aiment. Je voudrais vous entendre encore dire mon prénom, Nadine. Je vous embrasse, François. Je suis obligée de le lire de façon détachée, parce que c'est ainsi que le lit l'écrivain public, parce que ce ne sont pas ses mots, parce qu'il est seulement la main qui écrit. Et cette lettre apparaît plus loin, page 177. Elle apparaît, elle est complètement tronquée, puisqu'elle arrive à destination maculée de gouttes de pluie, et que Nadine, dont nous parlons ici, et qui est l'infirmière qui, jour après jour, va reconstruire le corps de François à travers ces heures et les heures de pansements terribles. Il faut savoir que le coma artificiel n'existait pas dans les années 50. Aujourd'hui, on endort les gens et ils se réveillent mutants. C'est certainement très difficile aussi, mais ils n'ont pas conscience de la souffrance en fait qu'elles ont traversée, alors que François n'est jamais dans le coma à aucun moment. À l'époque, on considère que la souffrance est une manière de sonder le corps. Et donc ces heures et ces heures de pansement, Nadine est là, cette femme-là qui le raccorde au monde extérieur puisqu'il n'a pas droit aux visites. Et cette lettre à Nadine est une lettre d'amour, qui n'arrive pas à dire l'amour. C'est la première fois qu'il dit « je ». Voilà. C'est la première fois qu'il dit « je », puisqu'il vient de passer plusieurs semaines chez lui, il peut ni se laver, ni manger, ni s'habiller, il est totalement dépossédé de son existence. Il y a cette tierce personne dont tu parlais tout à l'heure, Madame Dumont, qui est financée par la sécurité sociale. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas se torcher, il ne peut rien faire. Et un jour où il est seul, il fait cette espèce de fugue de chez lui. Et il se rend chez un écrivain public pour écrire une lettre à cette femme, et c'est la première fois donc qu'il peut dire « je » par le truchement de la main d'un autre. Ce qui lui rend
cette part essentielle à lui-même, qui est l'intime, qui est le secret, qui est la part de l'amour aussi, bien sûr. Une lettre d'amour, c'est rien de plus secret et intime. Mais c'est aussi toute la complexité du langage. Il suffit qu'il manque quelques mots, et la lettre que recompose Nadine n'a plus aucun rapport avec celle qui a été écrite. Elle y projette en fait ses propres fantasmes. Elle est la figure du lecteur. C'est ça. Lui, il est l'auteur, et après, les lecteurs métamorphosent nos livres. Et alors là, moi, je l'ai aidé en supprimant des mots, mais c'est vrai, bien entendu, qu'on lit toujours en étant porteur de sa propre histoire, de ses propres traumatismes, de ses fantasmes, de ses désirs. Et la lettre qu'elle lui renvoie d'ailleurs, voilà, j'ai tenté de compléter les trous, est une lettre qui va susciter beaucoup de confusion pour François, parce que lui-même, du coup, va la lire à sa façon, et on est dans un malentendu total autour de la langue. Alors, tu es en train de nous dire que le lecteur change le texte parce qu'il projette forcément quelque chose de lui-même dans la fiction qu'il tient entre ses mains. L'auteur, l'écrivain, quand il écrit un roman, moi j'en suis absolument persuadée, fait l'expérience de l'altérité. Lui aussi change, doit se mettre à la place de celui qu'il n'est pas. Comment Valentine, tes deux bras, tu es magnifique, tu es en pleine santé, comment as-tu fait pour te mettre à la place de ce monstre, je me permets, il y a un mot que tu as employé, à un moment donné, il y a un personnage qui répond à la mère de François, mais est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il est vivant? Il n'est pas mort. Vivant, je ne sais pas, annonce du chirurgien à un homme. Donc on a des passages qui sont relativement à la souffrance du héros, presque insoutenables. Comment as-tu vécu ces moments-là? Comment as-tu pu imaginer, est-ce que c'était le vivre quand on n'avait pas de bras? Parce que c'est extrêmement précis, c'est d'un réalisme pour le coup sidérant. Comment on fait pour faire l'expérience de l'altérité à ce niveau-là quand on est écrivain sans devenir dingue? Alors d'abord, je ne suis pas sûre qu'on ne peut jamais se mettre à la place de personne, ça je n'y crois pas du tout. Je pense que l'expérience de l'altérité, ce n'est pas un déplacement de soi vers l'autre, c'est une entrée, une intrusion complète de l'autre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi je vais chercher l'être manquant à l'intérieur de moi. Je ne vais pas devenir un handicapé, je cherche en moi ce qui est déficient. Et comme tout le monde, j'ai mes propres déficiences, mes propres manques, et mes empêchements et mes incapacités. Ça, c'est sur le plan de la symbolique et de l'idée de la frustration extrême que nous pouvons porter en nous du fait des situations d'empêchement dans lesquelles nous pouvons nous trouver, sur tous les plans affectifs, psychiques, pas seulement physiques, bien sûr. Soi est un symbole de toute façon, pas autre chose. Donc ça c'est la première chose, c'est plutôt une espèce de travail d'archéologie profonde pour aller extirper le monstre en moi, le monstre au sens celui qui ressemble à personne, qui a cette espèce d'anormalité, et pourtant c'est ce que nous sommes tous. C'est toujours très compliqué le rapport à l'altérité, parce qu'au fond nous sommes tous des autres, donc nous sommes tous semblables. Il y a quelque chose de complexe. Ça, c'est la première chose sur le plan vraiment symbolique. Moi, je sais que je peux écrire à peu près sur n'importe quel personnage. Je sais que je peux être une déportée, je sais que je peux être une tuberculeuse, une femme qui avorte. Toutes ces situations, je ne les ai pas vécues. Mais symboliquement, dans nos existences, nous les portons toutes ces situations. Il faut simplement s'y raccorder en faisant ce travail que je crois difficile, mais que l'art permet d'aller vraiment chercher des miroirs. Ça ne veut pas dire des reflets, on n'est pas exactement, on n'est jamais l'autre, mais quelque chose nous y raccorde. Qu'est-ce qui me raccorde à cet homme-là? Mon travail est d'aller le chercher dans ma propre expérience. Ensuite, sur le plan très pratique, puisque cet homme-là vit sans bras, alors j'ai travaillé avec beaucoup de gens formidables. À la fin, il y a une liste impressionnante. J'ai été accueillie à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. J'ai été donc beaucoup avec des médecins, des chefs d'appareillage, la Fédé handisport, des handinageurs, des blessés de guerre, des grands brûlés, enfin bon, voilà.
Donc tout ça, c'est une aide, mais dans les années 50, il n'y a pas d'ergothérapie. Dans les années 50, il n'y a pas de kinésithérapie, le diplôme date de 56, et donc personne ne peut m'expliquer comment on fait avec un blessé comme celui-là. Et donc par conséquent, le conseil de l'ergothérapeute de Percy a été tout de suite « débrouillez-vous ». Ben, débrouillez-vous, ça veut dire que vous allez passer des journées à vivre sans bras. C'est comme ça. Donc, moi je suis un adulte, je n'ai pas grandi sans bras, donc comme lui, je me retrouve dans la perte complète et dans la nécessité d'inventer d'autres gestes, d'autres façons pour s'habiller, pour manger, pour se laver les dents. Et moi-même, en fait, j'ai vraiment mis mon imagination au service de ce personnage en traversant comme lui ces situations très, très concrètes. Voilà, comment je fais pour enfiler un pantalon, comment je fais pour... Alors, je lui ai donné un environnement qui l'aide beaucoup parce qu'il est dans une famille de couturiers, ce sont des gens qui ont l'habitude de sculpter les corps, de leur rendre des formes idéales. Le père est très bricoleur. Donc ce sont des gens qui ont les outils, les matériaux et la créativité pour proposer des solutions. Mais lui surtout est extrêmement observateur. Et donc il regarde par la fenêtre, il regarde les gens marcher, il va voir des femmes se balader avec des robes qui gonflent avec le vent et ça va lui donner l'idée des robes à cerceau. Ce sont des robes qu'on peut enfiler par le dessous. Quels vêtements on pourrait enfiler par le dessous? Comment faire pour les enfiler par le dessous? Qu'est-ce qu'on pourrait construire comme structure sur laquelle poser les vêtements de manière à pouvoir les enfiler seuls? Comment travailler sur les matériaux, l'élastique, le velcro, qu'il est créé dans la fin des années 50, les ventouses. Les ventouses, c'est finalement l'invention la plus géniale pour cet homme. Et lui, il regarde par la fenêtre le petit Joseph, son voisin du dessous, jouer aux fléchettes avec un fusil en bois. Il découvre ces fléchettes Eureka qui ont fait le bonheur de tous les enfants dans les années 50. Et puis il essaye. Je prends une fléchette dans ma bouche, je la colle au carreau. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux la déplacer. C'est le post-it de l'objet, en fait, la ventouse. On peut, avec ça, fabriquer des tas d'objets extraordinaires qui permettent de se laver, de s'essuyer, de se savonner, de se brosser les dents, de se coiffer. Il invente une boîte à pic. Alors, j'invente une boîte à pic qui n'existait pas à l'époque, mais avec laquelle on peut manger de façon autonome. Il y a toujours quelqu'un qui vous coupe la viande, il y a toujours quelqu'un qui va positionner le vêtement sur la structure qui va vous permettre de l'enfiler. Le travail de François, c'est aussi de choisir sa dépendance. C'est impossible d'être autonome. Et sa grande erreur au départ, ça va être de penser qu'il peut l'être, ce qui va l'isoler totalement du reste du monde, parce que ça n'est possible qu'à condition de rester dans sa chambre. À partir du moment où l'idée n'est pas de se reclure, mais de trouver une place autre avec le corps qu'il a dans le monde, il va falloir qu'il soit capable d'assumer une partie de dépendance, de se remettre aux mains des autres, et puis lui-même de supporter une partie du travail, lequel, avec toutes ces fabrications très ingénieuses. Voilà, donc moi je l'ai fait, j'ai fabriqué tout ça. Alors, et j'ai soumis tout ça aux ergothérapeutes qui trouvaient ça très drôle et qui m'ont dit ça marche, ça marche. C'est vrai que c'est drôle. En plus, on se parle et on a presque envie de rire. Mais si, il faut rire parce que lui s'amuse beaucoup en fait à ce moment-là. C'est un des moments, c'est là qu'il retrouve de la joie, dans cette espèce d'inventivité de je retrouve tout qui... Alors toi, alors il y a des passages d'un grand réalisme où tu lui offres ces astuces-là pour s'en sortir. Ce que tu lui offres aussi, Valentine, et avant de passer aux questions, je voudrais qu'on termine là-dessus, c'est aussi la poésie. Il y a des moments, parce que moi je suis hyper sensible à ça, de poésie pure dans ton roman, notamment ces passages où il est question de ce qu'il entend. Et à ce moment-là, il est à moitié dans les vapes, il est en train de se réveiller, il est à l'hôpital, et c'est l'occasion pour toi, c'est le moment d'écrire un poème en prose. Est-ce que tu peux c'est très inspiré de Victor Hugo, comme dire pourquoi tu as décidé de faire ça à ce moment-là et d'écrire de cette manière-là? Tu ne sais pas toujours comme ça. Et là, c'est très beau et c'est donné. Il entend un poème, mur, ville et port, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. Il a un écho sous le crâne, tout dort, tout dort. C'est la voix de Madame Montel, debout devant le tableau noir, la voix et la silhouette meurt, se réveille, tout dort, tout dort. Il a des djinns agrippés à ses flancs, des djinns dans les viscères. La maison crie et chancelle, penchée, l'on dirait que du sol arraché, le vent la roule.
Il est la maison arrachée, il crie et personne n'entend. « Tout dort !» hurle Madame Montel, la bouche plantée de canines. Vous connaissez peut-être les jeans de Victor Hugo. Si vous ne connaissez pas les jeans de Victor Hugo, allez lire ce poème extraordinaire. C'est un poème sur les monstres de la nuit, sur les créatures de cauchemar qui font peur aux enfants. Et c'est un poème que François a appris à l'école. Et dans sa grande amnésie, ce qui lui revient, ce sont des mots de la littérature. Et ce qui le raccroche au réel, paradoxalement, c'est la poésie. Et comme il ne peut pas poser des mots sur ces souffrances radicales qui le traversent et qui le mordent et qui le perforent, c'est la poésie qui en rend compte. Victor Hugo vient dire pour lui ce qui arrive à son corps. C'est l'heure des questions, le moment des questions. Valentine, j'aime beaucoup l'idée qu'on termine justement sur les jeans de Victor Hugo et sur ce pouvoir, cette profession de foi qui nous fait par rapport à la littérature et à tout ce que tu places comme pouvoir et comme espoir en elle, je pense, comme toi, et je pense que nos amis aussi. Est-ce que vous avez des questions ?